États-Unis, le président Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Une victoire au présidentiel dans de larges proportions. Non seulement le vote populaire avec une mobilisation massive de 73 millions de votants, mais également pochant le Sénat et le Congrès. Une large victoire sans appel, donc appuyée sur de nombreuses promesses durant sa campagne. Mais qui dit promesse dit beaucoup d'attentes du peuple américain et quelles conséquences surtout durant les 4 prochaines années et pour le monde. On en parle avec notre invité du jour. Jonathan Alperi, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Vous êtes américain, grand reporter de guerre, journaliste. Vous avez suivi pendant longtemps Donald Trump et vous le suivez encore, ainsi que sa campagne. On va en parler, mais première question, l'Amérique en ce moment fait ses adieux à Jimmy Carter. Ses funérailles auront lieu jeudi à Washington en présence de Joe Biden et de Donald Trump, finalement, qui avait dit qu'il ne participerait pas, mais il sera bien là. Parlons rapidement des hommages concernant peut-être le moins va-t-en-guerre des présidents américains. Oui, en effet, Jimmy Carter est considéré aux États-Unis comme un président qui avait au fond de lui-même une très bonne personnalité, peut-être d'une certaine mesure un peu de naïveté, en tout cas dans les milieux un peu plus hawkish, comme on dit aux États-Unis. Et on pense tout de suite à ce qui s'est passé en 81 quand Fidel Castro a vidé ses prisons et dont un certain nombre d'éléments criminels et autres ont été imposés aux États-Unis en passant essentiellement par la Floride. Et ça a très mal passé dans les milieux plutôt conservateurs américains qui ont estimé qu'il avait été berné par Castro, ce qui est pas faux. Ça a en effet emmené une grande vague de criminalité. D'ailleurs, il y a un film très connu là-dessus qui a été fait, qui s'appelle Scarface. Je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir connaissent le film. Donc Carter, c'était aussi ça, mais c'était quelqu'un, à mon avis, qui a partiellement porté le costume présidentiel, car c'est quelqu'un qui avait évidemment un bon fond, et comme tout le monde le sait, quand on est dans la politique internationale ou domestique, à grande échelle, être de grande gentillesse peut poser problème, et évidemment, ça lui a été pas mal reproché encore aujourd'hui. Alors, sujet du jour, Trump officiellement président pour une seconde fois le 20 janvier prochain. On avait fait une émission ensemble, Jonathan, l'an dernier, consacrée au phénomène Trump, 9 mois avant les présidentielles américaines. Finalement, les événements ne nous ont pas donné tort. Alors pour ce retour, on pourrait s'attendre vraisemblablement à un Trump mieux préparé, plus expérimenté qu'en 2016. Trump et ce second ticket gagnant à la présidentielle, cela ressemblerait à quoi selon vous ? Alors évidemment, cette question est absolument fondamentale afin que tout le monde puisse comprendre exactement le Trump 1 et le Trump bis. En effet, je pense qu'une des graves erreurs qui a été faite par Trump en 2016, et ça c'est pas entièrement de sa faute, c'est le fait de s'être mal entouré. Évidemment, comme vous le savez, une grande partie du système, que ce soit dans les médias ou dans les élites intellectuelles ou à Hollywood, et évidemment dans les services secrets américains, je pense notamment au FBI et au département de justice, ont tout fait pour que ces 4 premières années ont été très compliquées pour lui, et ça a pas trop mal marché. Pour la seconde fois, évidemment, les choses vont être très différentes. Il a eu 4 ans sous Biden pour se préparer. Et là, on voit évidemment les gens qui ont été choisis sont des gens plutôt durs, des gens plutôt bien équipés et des gens qui vont mettre en action beaucoup des plans que Trump voudrait mettre en action, dont il parle depuis pas mal d'années. Je parle bien évidemment, on parle de l'Ukraine, mais on parle de la frontière avec le Mexique, la drogue, l'économie, tous les grands sujets américains qui ont été les raisons principales pourquoi Trump a été élu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très haut la main, que ce soit pour le vote, pour le Congrès, un peu moins pour le Sénat, mais ils ont quand même le Sénat, et évidemment le vote majoritaire de gens qui, comme vous l'avez dit justement, plus de 73 millions, ce qui est énorme. Donc évidemment, c'est un Trump beaucoup plus dur, beaucoup plus expérimenté, et donc un bien plus grand danger pour le système, bien entendu. Alors, on l'a observé déjà, ce surplus d'expérience durant la campagne avec Trump qui sait s'entourer, qui s'est bien entouré, avec une figure de proue. Elon Musk, semble-t-il, a largement pesé dans cette victoire. Le créateur de Starlink et le propriétaire de X a contribué à cibler ceux qui ne votaient plus aux États-Unis ou
Pas du tout, très peu, en tout cas, même les déçus du Parti démocrate. Trump a fait une campagne moderne, puisque Elon Musk, avec son réseau social, a ciblé ceux qui ne votaient plus, tandis que Kamala Harris a donné des interviews à CNN, privilégiant peut-être des méthodes plus classiques. Alors c'est bel et bien aussi la victoire des réseaux sociaux que celle de Trump. Oui, tout à fait. Elon Musk restera, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, restera une grande personnalité historique. Pour plein de raisons. Alors, vous l'avez dit, pour la conquête spatiale, par exemple, ou Starlink, ou d'autres autres grandes technologies qui vont être appliquées dans le futur proche. X, évidemment, pour avoir, disons, je dirais pas le contrôle, mais pour avoir une grande plateforme internationale pour que les gens puissent s'exprimer de manière plus libre, on va dire. Le problème fondamental avec Kamala Harris aura été, évidemment, une très très mauvaise candidate, pour plein de raisons, et une des raisons principales, c'est que c'est quelqu'un qui est, enfin moi, à titre personnel, évidemment, ça me regarde, mais à quelqu'un de assez médiocre, et donc qui a été beaucoup caché par ses entourages, et on le voit bien, elle a fait très peu d'interviews, et évidemment, ça a pas beaucoup plu aux gens, parce qu'elle a passé son temps à dire le tout et le contraire de tout, et donc ces interviews se passaient très mal. Mais pour revenir à Elon Musk, évidemment, et donc il est dans cette organisation fédérale qui est là, qu'on appelle DOGE, D-O-G-E, qui est là en premier lieu pour éviter les gâchis d'argent. Donc ils veulent faire 2 trilliards de dollars d'économie, et là on voit le détail, des trucs comme ça. C'est très intéressant, donc j'invite les gens à regarder ça en détail. Donc je crois qu'il y a déjà 1500 programmes fédéraux qui veulent éliminer. Ils veulent faire évidemment augmenter les taxes d'importation, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Elon Musk, comme vous l'avez dit très justement, à la tête de tout ça avec Trump et d'autres. Alors, Jonathan Alperi, vous êtes américain. J'ai une question d'ordre anthropologique concernant les États-Unis. On l'a vu lors du premier mandat de Trump. Trump a été la cible des puissantes institutions américaines. On se rappelle de ses accroches avec James Comey, l'ancien patron du FBI. Il a eu du mal à partir avec l'OTAN, la CIA également, sans oublier la puissante Fed, la Banque centrale américaine, qui n'est pas tout à fait... elle est privée, c'est une banque privée, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que les banques centrales ailleurs. Il a eu aussi du mal à partir avec les départements de la justice, ce qu'il avait dans le collimateur avec sa vie privée qui a été dévoilée. Il a été ciblé par 2 mesures de destitution. Les médias mainstream n'y ont pas fait de cadeau. Hollywood, le centre du soft power mondial, l'a raillé depuis 8 ans. Il survit à 2 tentatives d'assassinat et pourtant il remporte le vote populaire largement. Le peuple américain, visiblement, est moins conditionné qu'on ne le croit, en tout cas plus que d'autres peuples. Oui, je pense que, évidemment, ce que vous venez de dire est très, très intéressant. Donc, d'un point de vue vraiment, comme vous dites, anthropologique, voire historique, on voit bien que le peuple américain, dans sa majorité, pas totale, mais dans sa majorité, a décidé de mettre là haut là sur toutes les théories woke, par exemple, sur les États-Unis, qui nous emmenaient vraiment dans des choses complètement ridicules et très graves, en particulier, je pense, les opérations sur les enfants, hein. Donc ce genre de choses. Donc ça, évidemment, c'est le fer de lance. Puis il y a tout ce qu'il y a eu en dessous et avant. Évidemment, Trump est considéré par beaucoup comme un héros. Alors évidemment, il a sa personnalité, hein, c'est quelqu'un d'assez rustre. Faut pas oublier que c'est un New-Yorkais. Moi, je les connais bien, je suis de New York, donc pour moi, ça me choque pas trop. Pour des Européens, et en particulier d'autres, ça peut choquer énormément. Mais il faut jamais oublier que on peut ne pas l'aimer et on peut estimer que c'est quelqu'un d'assez rustre. C'est quand même quelqu'un maintenant qui tient énormément de pouvoir et qui va, dès cette année et les 4 prochaines années, régir énormément de choses dans les grandes plaques tectoniques de géostratégie du monde moderne qui est en train de changer. Et donc, beaucoup de pays vont devoir se raccrocher à ça pour faire partie du deal. Et je pense que, bon là, je m'étale un petit peu, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je pense que le grand perdant de tout ça sera l'Europe. Une fois de plus, l'Union européenne en particulier, qui ne saisira pas, à mon avis, ce changement et qui va continuer à s'enfoncer lamentablement dans ce circuit. Alors justement, concernant toutes ces grandes institutions puissantes qui ne l'ont pas, on va utiliser un euphémisme, qui ne l'ont pas épaulé durant son premier mandat, est-ce qu'on pourrait s'attendre, selon vous, à des règlements de compte une fois sa prise du pouvoir, Jonathan Alperi? En tout cas, des règlements de compte, il y en a déjà énormément au sein du Parti démocrate.
D'ailleurs, on les entend quasiment plus. Tout le monde est en train de se taire. Les règlements de compte sont particulièrement violents. Il y a eu 1,5 milliard de dollars qui a été déversé pour la campagne de Kamala Harris. Cet argent a servi à quoi? Il est où? Enfin, tout ça est absolument est très flou et beaucoup de corruption et de clientélisme là-dessus, bien entendu. Les règlements de compte, on verra contre Trump, on voit bien que, comme vous avez dit tout à l'heure, le département de justice, donc certains juges fédéraux, dont un à New York, a dit récemment qu'il sera jugé mais qu'il n'ira pas en prison. Tout ce que ça veut dire, c'est du blabla, c'est rien du tout, et qu'il va rien se passer, que, en effet, toutes les accusations pénales contre lui sont tombées à l'eau. Elles étaient en effet ridicules. Et c'est là, dans ce sens-là, il faut que les gens comprennent que c'est rassurant. C'est rassurant parce que le peuple américain a décidé de revenir à la normale, à revenir au centre, essayer de réunifier le pays pour qu'il aille de l'avant pour les 100 prochaines années et au-delà. Et on voit bien que les différentes institutions fédérales américaines vont devoir aussi se ressaisir, car le département de justice a été beaucoup utilisé comme une arme pour se débarrasser de gens qu'elle n'aimait pas, Trump étant la figure de proue, mais il y en a eu plein d'autres dont les vies ont été détruites. Tout ça va devoir, à mon avis, se recentrer vers le milieu, si je puis dire. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça veut dire que le pays ne sombrera pas dans une division on aurait pu imaginer, si elle avait gagné, que dans les 5-10 prochaines années, il y aurait une grande sécession des États américains. Et alors là, les choses auraient été très très compliquées pour nous et d'autres pays autour de nous. Alors, un mot au sujet de l'équipe qui a entouré Donald Trump. On a parlé d'Elon Musk, mais dans son équipe, il y a une figure qui s'appelle, peut-être qu'elle n'est pas connue par nos téléspectateurs, en tout cas moins connue en tout cas, Suzy Wiles, l'architecte de sa campagne, qui sera sa chef de cabinet. On a appris également que l'ancien chef du FBI, Christopher Wray, quittait le FBI, remplacé par Kash Patel. Pour le nouveau directeur, il s'agira d'en finir avec l'État profond. Ça mérite d'être clair, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce que l'État profond, Jonathan Alperi? Alors, d'un point de vue historique, on sait qu'on utilise beaucoup ce terme maintenant. L'État profond est à l'origine, vient de Turquie. C'est quelque chose qui a été intellectualisé sous l'époque d'Atatürk, des services secrets et militaires, tout ça pour évincer tout ce qui est l'islamisation potentielle de ce qui était à l'époque l'Empire ottoman. Ça vient de là à l'origine. Alors évidemment, tous les États plus ou moins puissants ont des services secrets ou des choses qui œuvrent à l'ombre, tout ça, ou le complexe militaro-industriel qui avait été évoqué dans les années 50 par le grand président américain Eisenhower. Ça existe, c'est vrai. La raison pourquoi Trump utilise ou a pris des gens comme Patel ou d'autres pour nettoyer certaines institutions, et le FBI étant bien évidemment la figure de proue du problème, parce qu'en effet, les élites du FBI a tout fait pour détruire Trump. Tout. Les agents lambda, la plupart sont plutôt trumpistes, évidemment. C'est plutôt des gens qui sont dans les vieilles institutions américaines, plutôt conservatrices. Alors, Patel est là pour nettoyer. Il y en a d'autres qui sont là aussi pour nettoyer, qui sont là pour nettoyer les hauts échelons de ces institutions fédérales, c'est tout. Une fois que ça se sera fait, logiquement, le FBI ou le département de justice en particulier, qui est aussi un autre grand problème, devrait se remettre à des mouvances qui sont vraiment plus pour la protection du pays ce qui serait bénéfique pour tout le pays dans sa totalité. Donc c'est pour ça qu'il a choisi des gens très durs. Je pense aussi à Homan, qui est ce qu'on appelle le tsar pour la frontière, qui a été le patron de ICE, qui était la grande institution fédérale qui s'occupe de tout ce qui est criminalité fédérale, les grands crimes en particulier. Donc ces gens-là vont essayer de nettoyer. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? À titre personnel, espérons. On verra, mais les choses vont probablement se passer assez rapidement. Avec beaucoup de promesses, Trump est arrivé au but final, c'est-à-dire la Maison-Blanche. Il a évoqué les 750 personnes incarcérées concernant les événements du 6 janvier 2021 qui seront graciés, des tarifs de douane avec certains pays, dont les pays européens, sortir de l'accord de Paris qui vise à limiter le gaz à effet de serre, mettre la fin de la guerre en Ukraine en une journée, une fois président. Pour ce dernier point, on a quand même des doutes, Jonathan. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, oui, évidemment, quand il parle comme ça, on comprend bien que c'est le candidat Trump qui parle de ça, donc qui simplifie évidemment des choses, mais ça, c'est pour son électorat, ça, c'est normal. Maintenant, on va avoir le Trump président, donc les choses vont se passer de manière plus compliquée. Je pense notamment les négociations avec les Russes pour terminer cette sale guerre qui a en Ukraine, qui a été fomentée en grande partie par l'OTAN. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, Trump l'a dit, hein, quand on voit les pertes de l'armée ukrainienne, on est dans des centaines de milliers de morts. On parle, pour les chiffres sérieux, c'est 300 000 morts au bas mot. C'est absolument énorme. Tout ça, il faut que ça s'arrête. Il a raison. Est-ce qu'il va y arriver? Les Russes sont en train de gonfler les muscles un peu, mais ça fait partie des négociations. Je pense que les deux côtés, ça va un peu chauffer. Et après, normalement, ça devrait se calmer. Et bon, de toute manière, c'est un fait accompli. L'Ukraine a perdu déjà, ça fait 1 an et demi qu'elle a perdu la guerre. Et elle continue à envoyer des hommes se faire massacrer pour pas grand-chose. Donc, évidemment, il faut mettre d'un côté le candidat et maintenant l'homme d'État. Et d'ailleurs, on voit, il n'est même pas encore techniquement président, ce qui sera le 20 janvier. Mais on voit bien que l'humanité est en train de regarder Trump et personne d'autre. Et je terminerai par ça. Nous revenons dans un monde westphalien où la globalité, le monde global comme le voulait le système d'aujourd'hui a en grande partie échoué. Et là, on voit bien avec les BRICS et d'autres grandes institutions non occidentales sont en train de se former, de s'organiser pour un nouveau monde. Et concernant le génocide à Gaza, on connaît le poids de l'AIPAC aux États-Unis. Jonathan Alperi, on sait qu'également que sur ce dossier, il s'avéra compliqué pour le président Trump. Alors oui, bon moi j'ai passé du temps dans la zone l'année dernière, comme vous le savez, j'étais à partir du 9 octobre l'année dernière. Alors évidemment, il faut remettre les choses dans son contexte par rapport aux accords d'Abraham. Ces accords d'Abraham ont été en grande partie impulsés par Trump, avec la grande majorité des pays indépendants arabes au Moyen-Orient. Et évidemment, le grand perdant de ça, c'est les Gazaouis, enfin les Palestiniens, pardon. C'est eux les grands perdants et tout le monde s'est détourné d'eux. D'ailleurs, on le voit très bien, Israël a la main très très lourde, est en train de faire un nettoyage ethnique, à mon avis, qui est fait pour que les situations deviennent tellement invivables pour les Palestiniens qui partent de Gaza et que Gaza soit reconquis et colonisé par des Israéliens, par des Juifs. Je pense que c'est ça à la fin et personne ne dira rien. Je pense qu'il y a en Europe, dans les villes européennes, il y a eu pas mal de remous, des choses comme ça, mais dans les grandes, on va dire dans les chancelleries, si je peux me permettre, des pays impliqués, personne ne dit rien. D'ailleurs, tout le monde laisse faire. Donc la réalité, elle est terrible, elle est comme ça, et je pense que les Israéliens, évidemment, comprennent très bien, et que les choses se termineront, il y aura encore des morts pendant longtemps. Je ne pense pas que Trump changera la donne par rapport à ça non plus. Zbigniew Brzezinski, le géostratège américain, le conseiller des présidents, plusieurs présidents, dont Carter, très écouté de son vivant, auteur du Grand Échiquier. Avant de mourir, il a laissé un livre en guise de testament, Strategic and Vision, où il est très pessimiste sur les États-Unis d'Amérique et son avenir, en disant que la population n'étant plus, les jeunes ne sont plus aptes à faire la guerre comme auparavant. Un Américain sur 20 ne peut pas porter des armes en raison de mauvaise santé. Brzezinski prévient que désormais les États-Unis n'avaient plus les moyens d'avoir comme rival à la fois la Chine et la Russie. Et pourtant, cet axe Pékin-Moscou est forgé et risque d'être la hantise du président Trump. Oui, évidemment. Alors là, il hérite d'une situation compliquée, mais ça, c'est les néoconservateurs qui l'ont mis là-dedans. Je parle des mecs comme Bolton, Obama est un néoconservateur, il faut jamais l'oublier. Trump, c'est plus un mélange. Il a un côté un peu néoconservateur, mais c'est aussi, comme on dit, un westphalien, quelqu'un qui est pour les États-nations. Donc des négociations bilatérales entre chaque pays, soit des négociations économiques, politiques, militaires, tout ce que vous voulez. Donc il a ça aussi. Donc moi, à mon avis, donc c'est vrai que les BRICS sont en train de se former, mais les BRICS n'est pas une résultante directe de l'OTAN. Ce n'est pas une organisation militaire. C'est pas ça. C'est fait pour que les pays qui ne veulent pas être sous le joug de l'Occident ont une autre option de se rejoindre aux BRICS pour des raisons vraiment essentiellement économiques. Parce que la réalité, c'est que la grande majorité du monde, donc qui n'est pas occidental, en a marre de recevoir des leçons de morale des Occidentaux. On a l'impression que les Occidentaux sont supérieurs par rapport à ces autres pays, ce qui est faux, bien entendu. Et ça, le BRICS permet
à ces pays-là, je parle notamment des pays en Asie, mais surtout en Afrique et en Amérique latine, de se joindre à eux pour faire opposition dans ce sens-là. Ce n'est pas une opposition militaire. Trump a hérité de ça. On va voir comment il va pouvoir gérer ça. Et en revenant sur Brzezinski, il a dit ça vers la fin de sa vie. Il faut oublier que c'est en effet la grande pensée néoconservatrice, c'est lui, et que les États-Unis n'ont plus les moyens pour mener ces guerres impériales, et maintenant elle doit se recentrer sur elle-même, et Trump représente ça, justement, donc c'est plutôt ça. Un mot de réel-politique quand même, on avait parlé ensemble du phénomène Trump en disant que c'était la sauvegarde de la nation américaine au détriment de l'Empire. Mais Jonathan, l'Empire américain n'est pas fini pour autant. On sait que certains pays sont inquiets quand même de l'avènement de Trump. On peut penser à Cuba, on peut penser au Venezuela, de l'Afghanistan, de l'Irak. La venue de Trump pour le 20 janvier ne signifie pas pour autant la limite de l'Empire américain, de l'impérium américain. Non, bien entendu, hein, c'est le même argument. Certaines personnes vont vous expliquer que le dollar c'est terminé, que ça va être remplacé par le yuan. C'est faux. Ce qui est en train de se passer, c'est que en effet, il y a une compétition de monnaie et le dollar va être amoindri, mais il ne va pas pour autant disparaître. Et pour les positions militaires américaines, je pense en particulier de sa marine de guerre, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça, vous avez entièrement raison. Après, pour les pays comme le Venezuela, oui, moi je pense que le pays qui a voisin américain qui est vraiment en train d'avoir peur de Trump, c'est le Mexique. Le Mexique a un peu roulé des mécaniques avec sa nouvelle présidente, qui a dit qu'elle ne céderait pas, elle a cédé en 24 heures, et puis c'était réglé, elle n'a pas le choix, elle ne peut pas ignorer le grand puissant voisin nord-américain. Donc ces pays-là vont devoir négocier, revenir, comme vous l'avez dit très justement, à la réelle politique. Mais je pense qu'à partir de ça, le grand perdant, ce sera l'Europe. L'Union européenne, elle, n'acceptera pas, vous le verrez, elle continue d'ailleurs dans ses poussées, à mon avis, suicidaires, et les États-nations européennes continueront à décliner à tous les niveaux, que ce soit anthropologique, politique et militaire, et économique. Merci Jonathan, malheureusement on arrive au temps imparti. Merci d'avoir été des nôtres, merci pour votre conclusion, merci pour votre présence, ce sera tout pour notre entretien du jour. Jonathan Alperi, je le rappelle, journaliste et grand reporter de guerre, spécialiste des États-Unis.